Cerno, épisode 64. Je suis à Pigalle. Alors je suis très content ce matin parce qu'il y a quelques temps je suis passé à la radio sur France Inter dans une émission de Dorothée Barba. Et à la fin de l'émission, il y a l'assistante Caroline qui m'a tendu une feuille. Elle avait reçu un message d'une auditrice qui s'appelle Catherine et qui dit qu'elle habite au 60 boulevard de Clichy, là où a été tué Ioana Secaresco, et qu'elle habite sur le même palier. Et donc je lui ai envoyé un message tout de suite, je lui ai répondu. Et je lui ai demandé si je pouvais venir chez elle. Elle m'a dit écoutez, avec grand plaisir. Donc là, on est samedi matin et je me rends chez elle. Elle m'attend pour le café. Et donc je sais pas du tout ce qu'elle va me dire parce que je l'ai pas eu au téléphone, étant donné que je mets un point d'honneur à ne jamais préparer mes reportages. Alors Ioana Secaresco, je vous rappelle que c'est la 4e victime. Et quand j'avais essayé d'aller chez elle, un gardien m'avait prié de partir, de sortir de la résidence. C'était dans l'épisode 11. Alors je suis très ému d'aller dans cet immeuble parce que je me sens d'une manière inexpliquée très proche de Ioana Secaresco. Je suis dévasté par ce meurtre, par cette histoire en fait. Je trouve ça terrible en fait, ça me fait une peine immense. J'arrive devant le 60 boulevard de Clichy et cette fois-ci, on m'attend et il n'est pas question que je me fasse virer de l'immeuble. Appel en cours. Eh bien, j'avais envie de vivre. C'est quoi la vie ? C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. Oui, on ne veut pas voir cela. Ah, ok. Tout homme, C'est ça à là. un moment donné, Je fais un podcast. est capable de tuer. Moi, j'aime bien la morue. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. Ouh, c'est peut-être bien la mort. 3, 2, 1. La porte est ouverte. Qui l'appelle ? Donc je rentre. Je passe devant un gardien qui n'est pas celui que j'ai vu la dernière fois. Et je vois l'escalier majestueux, la cour magnifique, très bien entretenue, fleurie. Je monte l'escalier. Bonjour. Ah, vous êtes Catherine. D'accord. Bonjour. Donc, vous voyez, la sécurité est quand même beaucoup plus renforcée depuis l'époque de l'assassinat de Maria, c'est ça ? Ioana. De Ioana, voilà. Donc, elle habite là, dans cet escalier. Je vais vous ouvrir. Moi, j'ai acheté l'appartement en 91, donc c'est quand même quelques années après l'assassinat de 7 ans. 7 ans. Et la sécurité, à l'époque, par exemple, en 91, il n'y avait pas de porte, là. C'est beau, hein ? Est-ce qu'on peut décrire ? Écoutez, alors c'est un immeuble qui a été fait en plusieurs étapes parce qu'il y a un jardin derrière. Donc il y avait des hôtels particuliers dans le jardin et ensuite on a construit peu à peu des immeubles. Et ça s'appelle la Villa des Platanes. D'accord. Voilà, c'est le premier appartement que j'ai visité quand j'ai voulu acheter et je suis tombée immédiatement amoureuse de l'endroit. Donc c'est le seul escalier qui n'a pas d'ascenseur. Et on va monter jusqu'au 3e, où se trouve mon appartement, et où se trouve l'appartement de Johanna. D'accord. Voilà, donc je vous précède. Oui, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Donc il y a un tapis sur l'escalier en bois. Ouais. Alors, Johanna habitait là. Là. Et moi, quand j'ai acheté mon appartement, il y avait encore la trace des scellés sur la porte et sur le chambranle, c'est ça ? Ouais. Voilà. On avait enlevé les scellés parce que l'appartement avait été revendu par les héritiers de Johanna, mais la porte n'ayant pas été repeinte. Et les scellés sont restés très longtemps, je crois. Je ne sais pas combien de temps. Mais... D'accord. Voilà. Donc il y a évidemment la porte d'origine avec la sonnette d'origine. Avec la sonnette d'origine, et je pense que les serrures ont été changées. Ouais. Autrement, l'appartement est passé par plusieurs mains, donc il a été refait plusieurs fois. Les pièces ont changé de disposition. Ah bon ? Oui, oui. Et il donne sur la cour. Il donne sur la cour. Sur l'entrée. Il donne sur l'entrée. D'accord.
Voilà. Et moi, le mien donne sur le jardin. Alors, Vous êtes juste en face, vous. juste en face. Et là, alors, l'appartement de Johanna était un tout petit peu plus grand que le mien. Je crois qu'il y avait une pièce de plus, mais autrement, c'est à peu près des deux côtés de l'escalier, c'est à peu près la même disposition. Donc moi, j'ai fait des travaux parce que c'était un 3 pièces quand je suis arrivée. Et elle, je sais pas, puisque moi, je n'ai pas connu Johanna. Tais-toi, le chat. Voilà. Attendez, je vais éteindre la radio parce que ça risque de... Vous écoutez France Inter. Bah oui, en boucle. Voilà. Vous avez un chat noir. J'ai un chat noir Il vous accueille. qui m'accueille et qui accueille tout le monde. Il n'est pas timide. Hein. Il est beau. Il est beau, hein. Quelle couleur noire. Non, il est Intense. Noir intense, il est très difficile à photographier parce qu'il est très noir. On le voit pas. On le voit pas. Voilà. Vous voulez un café, un thé? Très volontiers, un café. Un café, d'accord. Bonjour, comment tu t'appelles? J'adore les chats. Ah ben, moi aussi. Ça tombe bien. Alors moi, quand je me suis intéressée à celle qui aurait dû être ma voisine, plus personne ne se souvenait d'elle dans l'immeuble. On m'a juste dit qu'elle donnait des cours à des enfants et qu'elle, peut-être même à des enfants de la résidence, qu'elle leur donnait des cours de musique ou des cours de je ne sais trop quoi. Mais les gardiens avaient changé, donc ils ne se souvenaient pas d'elle. Et à l'époque, moi, je ne connaissais pas tellement de monde dans l'immeuble, mais la plupart des gens à qui j'en ai parlé, à part un ou deux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient même pas qu'il y avait eu un assassinat dans cet appartement. Alors, là, moi, ça donne sur le jardin. C'est calme. Je vous montrerai parce que ça peut être intéressant. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et on peut voir, voyez, je vais vous montrer de ma salle de bain. Faites attention aux légendes. Voilà. Là, on est dans votre salle de bain, vous ouvrez la fenêtre. Et voilà l'appartement de Johanna, là où il y a le bouquet de fleurs roses. Le bouquet de roses. Donc ça, c'est les fenêtres de quoi? Alors, ça, je pense que c'est les fenêtres de son living room. Sa salle de bain est là. Et ils ont fait une cuisine à l'intérieur du... parce qu'il vient de changer de propriétaire. Il a été racheté il y a très peu de temps. Qui habite là maintenant? Alors, c'est une dame qui fait du théâtre, mais qui s'est installée il y a 2-3 mois. Et à un moment donné, c'était Mélanie Laurent qui habitait cet appartement. L'actrice? L'actrice, oui. La blonde? La blonde, mais elle était toute jeune à l'époque. Elle était... c'était même pas quelques années, très vite après son premier film où elle est devenue connue. Et elle savait ce qui s'était passé? Elle savait, oui. Elle savait. Parce qu'un jour, on en avait discuté, elle savait. Alors, je lui ai dit, vous savez qu'il y a une dame qui a été assassinée. Elle m'a dit, oui, je le savais quand je me suis installée. D'accord. Elle n'est pas restée très longtemps parce que l'appartement était... n'est pas immense, il doit faire 70 mètres carrés, quelque chose comme ça, ce qui est pas mal, mais enfin, puis elle devenait de plus en plus célèbre, puis je crois qu'elle s'est séparée de son compagnon de l'époque, donc elle est pas restée très longtemps. Et elle aussi, elle avait un chat. Et elle était adorable, vraiment très mignonne, très gentille. Je vais essayer de la contacter. Bah écoutez, oui. Votre chat, il vous suit partout, hein? Oui, non, mais il aime bien la compagnie. Alors, je vous montrerai le jardin tout à l'heure, parce que je pense que Thierry Paulin et peut-être Mathurin qui était avec lui, je pense qu'ils ont dû la suivre quand elle faisait ses courses. Je dois dire, quand je vous ai entendu, je me suis dit, mais c'est super... Parce que oui, moi, je n'étais pas arrivée à reconstituer son histoire, ou très peu, par fragments. C'est joli chez vous. Il y a beaucoup de livres, des étagères de partout. Des beaux tapis, des beaux meubles. Bon, et moi, cette histoire m'a toujours passionnée, parce qu'il me semble qu'une autre... J'ai habité le même immeuble qu'une autre victime qui, elle, en a réchappé, qui habitait 22 rue Caille. C'est pas vrai? Si. En quelle année? Alors moi, j'y habitais... je sais pas si j'y habitais... non, parce que... non, moi, j'ai habité la rue Caille pendant... dans les années 70, vous voyez. Donc j'étais partie de la rue Caille au moment de la tentative d'assassinat raté de cette autre femme. Pas raté. Pas raté bon. Elle a été tuée, c'est la dernière victime. Oui, Ginette ou Geneviève? Geneviève Germont. Geneviève Germont, voilà. Ben, elle habitait le même immeuble que moi. Vous étiez à quel étage? Moi, j'étais au 6e. Elle était au 2e. Ouais. Et... Je ne suis pas encore allé parce que je ne suis pas encore là dans mon enquête. Oui. Mais j'irai. Alors oui, parce que en même temps, c'est compliqué maintenant de rentrer dans les immeubles. Je sais, vous voulez du sucre? Non, merci.
Merci. On va se mettre à côté. Oui, assez Pardon. bien. Voilà, bon, ces sièges sont pas très confortables. Non, mais moi, cette histoire m'avait fascinée parce qu'à l'époque des meurtres, donc moi, je faisais encore un peu de faits divers. Donc moi, je m'étais pas occupée personnellement du fait divers, mais je me rappelle... Parce que vous êtes journaliste, Je Catherine. suis journaliste, oui. Ouais. Journaliste, et comme je travaillais au Parisien, pour ne rien vous cacher, et à une époque, j'ai fait du fait divers. Donc cette histoire, on en parlait tous les jours parce que ça avait été long. Et je me souviens également, à l'époque des assassinats, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit des meurtres, ce sont des assassinats. Moi, j'habitais rue Greneta, à côté d'une dame très âgée. Et à l'époque où Thierry Paulin et Mathurin tués, cette dame avait été bousculée dans l'immeuble. Et des policiers étaient venus me voir puisque j'étais la voisine immédiate. Et moi, j'avais vaguement vu quelque chose. Et je me souviens, ils m'ont dit, mais alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les deux agresseurs ? Est-ce qu'il n'y en a pas un qui avait un type africain ou maghrébin ? Est-ce qu'il avait le teint mat ? Alors j'avais trouvé que l'expression teint mat était un euphémisme. Je lui dis, vous savez, monsieur, moi, je suis blonde, j'ai les yeux bleus, tout le monde a le teint mat pour moi. Mais si vous voulez dire que est-ce que c'était un maghrébin ou un antillais, je n'en sais rien, parce que je ne l'ai pas vu assez vite. Donc on ne sait pas si c'était Paulin et Mathurin. Non, on ne sait pas, plutôt, en plus comme la dame avait été juste bousculée, ils ont abandonné. Mais j'avais été très étonnée que les policiers viennent aussi vite me poser des questions. Et pourtant, ce n'était pas le 18e. Alors, vous m'avez dit, ce sont des assassinats et pas des meurtres. Quelle est la différence ? Moi, je ne la connais pas. Alors, un meurtre, c'est pas prémédité. Un assassinat, c'est prémédité. Donc je pense que Thierry Paulin, ils avaient vraiment... Ils avaient l'intention de tuer ces femmes parce qu'ils auraient très bien pu les dépouiller sans les tuer. C'était des dames fragiles, d'un âge plus que certains. En plus, ils ont fait subir à certaines d'entre elles. Alors je ne sais pas si ça a été le cas de Johanna, mais je crois me souvenir qu'au moins l'une d'entre elles, ils lui ont fait avaler du desktop. Oui, Alice Partouche Benaïm. Torture, coups de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Alors, si on reprend depuis le début, vous me disiez tout à l'heure, quand je suis entré, que quand vous êtes arrivé dans l'immeuble, personne ne se souvenait de Johanna Secaresco. Le meurtre avait été oublié, pourtant c'était 7 ans après. 7 ans auparavant. Alors, d'abord, je crois que c'était une femme extrêmement discrète. Elle n'avait pas de famille, puisque je crois que, si je me souviens bien, il a fallu chercher longtemps avant de trouver quelqu'un de sa famille. Parce que je crois qu'elle était propriétaire de son appartement, et il y avait donc cet héritage, je crois bien. Hein. Et ça avait été, d'après ce dont je me souviens, ça avait été compliqué et long de retrouver de sa famille. Alors finalement, je ne sais pas si c'est un fils qu'on a retrouvé ou un neveu, je ne sais pas du tout. Alors, à ma connaissance, elle n'avait pas d'enfant. Oui. Elle vivait avec sa mère ici. Oui. Sa mère était morte 7 ans avant, elle, dans l'appartement. Oui. Et c'est, d'après ce que m'a dit Nadia, son élève, c'est une autre élève à elle qui a hérité de l'appartement. Ah, peut-être, alors Et qui est une femme qui a fait une thèse en histoire. Si mes souvenirs sont bons, et j'ai essayé de la trouver, j'ai jamais retrouvé, mais je désespère pas de la retrouver. Mais je pense qu'elle a hérité de cet appartement assez jeune et qu'elle a dû le vendre, ne pouvant pas payer les droits de succession. Oui, parce que... attendez, alors moi, quand je me suis installée en 91, il était occupé par une femme assez jeune, et je me souviens d'elle parce qu'elle avait adopté un petit garçon brésilien, et ensuite elle est partie s'installer en Suisse, et très longtemps l'appartement a été loué. Ensuite il a été racheté. Alors, bizarrement, c'est toujours des femmes qui ont eu cet appartement, je ne sais pas pourquoi. Alors vous êtes arrivé ici en 91. Oui. Vous en étiez où de votre vie ? C'est une question un peu large. Moi, en 91, je travaillais énormément. Parce que je venais de devenir grand reporter au Parisien. Donc j'ai commencé à voyager dans tous les sens, à voyager partout. À l'époque, j'habite avec un compagnon, mais on s'est séparés relativement vite, parce que j'étais jamais là. Donc c'était pas... Et j'avais déjà des chats. D'accord. Et comment vous avez appris
qu'il y avait eu un meurtre ici alors? Comment ça s'est passé? Alors moi je l'ai appris quand a eu lieu le procès et que j'ai regardé donc je sais plus exactement pourquoi j'avais pu lire l'arrêt de renvoi et j'avais vu que l'une des victimes habitait à mon adresse. Alors là c'est ce qui m'a... Je vais vous raconter comment ça s'est passé. Donc je découvre en lisant l'arrêt de renvoi que quelqu'un qui habitait le même immeuble que moi avait été assassiné. Je me suis dit, ce serait intéressant de faire un article sur cette personne, tant plus que, comme c'est chez moi, j'aurais pas trop de difficultés à rentrer dans l'immeuble. Et donc je commence à me renseigner, etc. Et effectivement, les gens avaient de vagues souvenirs. Et tout d'un coup, je tombe sur quelqu'un qui ne se souvenait pas de Johanna vraiment, mais qui se souvenait vaguement de là où elle habitait, puis le gardien, etc. Donc il me dit, c'est le bâtiment central. C'était mon bâtiment. L'escalier 2, c'était mon escalier. Le 3e étage, c'était mon étage. Et j'ai cru un instant que c'était dans mon appartement qu'elle avait été tuée. Mais en fait, non, c'était juste en face. Qu'est-ce que ça vous a fait d'apprendre ça? Je dois vous dire que quand j'ai cru, mais ça n'a pas duré très longtemps, que c'était dans mon appartement qu'elle avait été assassinée, là, j'avoue que j'ai eu un petit frisson dans le dos. Voilà. Vous êtes entré dans l'appartement? Ah oui, je suis entré dans l'appartement, mais qui avait déjà été énormément transformé depuis la mort de Johanna. Oui. Son élève, Nadia, me le décrit comme un appartement très beau, avec beaucoup d'objets. Et quand elle est revenue dans l'appartement, c'était après le meurtre, et il était très en désordre, parce que tout avait été mis un peu sans dessus-dessous. Oui, alors c'est un bel appartement. Alors, je veux dire, en plus, il est en plein soleil, il est grand, il est bien fait. Alors, la cuisine a sans arrêt changé d'endroit. Mais la salle de bain, que je vous ai montré tout à l'heure, est toujours restée au même endroit. Et oui, moi j'ai connu tous les gens qui y habitaient. Alors, vous me dites, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Vous me dites que l'appartement, il y avait énormément de belles choses. En fait, les gens successifs qui ont racheté l'appartement étaient des gens qui avaient une conception du goût très minimaliste. Il n'y avait pratiquement pas de meubles et pratiquement rien. Mais l'appartement est toujours beau parce que c'est un bel appartement. D'accord. Donc vous travaillez au Parisien à l'époque et vous avez mené une enquête. J'ai mené une enquête, mais alors bien sûr pas aussi fouillée que la vôtre, mais ça m'avait intéressé. Je veux dire, d'abord parce que c'était mon quartier à l'époque. Il y avait encore pas mal de personnes âgées et d'un milieu assez modeste qui a totalement changé, qui habitaient cet immeuble. Et j'imaginais très bien ce qui avait pu se passer. Je pense que Thierry Paulin et Mathurin, je ne me souviens plus de son prénom, avaient dû la suivre pendant qu'elle faisait ses courses rue Le Pic. C'est pour ça que je pense qu'ils étaient plutôt rentrés par l'entrée qui donne dans la rue Le Pic plutôt que par le boulevard. Mais ça, j'en sais rien. Oui, il y a une autre entrée qu'elle devait utiliser, vous pensez? Moi, quand je vais faire mes courses rue Le Pic, c'est cette entrée que je vous montrerai l'entrée. C'est cette entrée que j'utilise parce que c'est beaucoup plus pratique. Puis en plus, ça descend. Il semble que le ou les criminels aient à chaque fois suivi leurs victimes dès le moment où celles-ci faisaient leurs courses dans le quartier. Ces femmes certainement ne devaient se douter de rien. Et la filature continuait ainsi jusqu'à la porte d'entrée. Là, l'agresseur bousculait la vieille dame pour s'introduire de force chez elle. Alors, qui a pu commettre tous ces crimes? Si toutefois ils ont bien un auteur commun, les enquêteurs font plusieurs hypothèses. Drogués, petits délinquants, sadiques, pour l'instant pas de réponse précise. Seulement de nombreuses patrouilles et des recommandations faites aux personnes âgées, si elles se sentent suivies, qu'elles n'hésitent pas à se réfugier chez un concierge. Je vais vous lire ce que j'ai. C'est un compte-rendu de l'interrogatoire de Mathurin sur le meurtre de Johanna Secaresco. Le 2 novembre 1984, vers 13h, les deux inculpés à court d'argent repéraient boulevard de Clichy, Johanna Secaresco, 73 ans, en fait elle avait 71 ans, la suivait à distance jusqu'à son immeuble et la rattrapait alors qu'elle venait d'ouvrir la porte de son appartement. Paulin se jetait sur la victime, la projetait violemment sur le sol de l'entrée, tandis que Mathurin refermait la porte. Paulin s'acharnait sur Johanna Secaresco, qui désignait sous les coups à ses agresseurs une pile de journaux sous laquelle se trouvait dissimulée une somme de 3000 francs. Les deux hommes fouillaient entièrement l'appartement, Paulin jetant à terre et détruisant tous les objets se trouvant à sa portée. Ce dernier retournait dans la chambre où avait été abandonnée la victime. Mais Mathurin ne pouvait décrire les ultimes scènes de violence et de strangulation auxquelles, disait-il, il n'avait pas assisté.
Oui, donc alors c'était pas rue. C'est bon. Alors bon, il y avait pas mal de boutiques boulevard de Clichy. Maintenant, il y en a moins qu'en 87, mais il y en avait pas mal. En plus, il y avait quand même le Monoprix en face. Alors peut-être qu'elle faisait ses courses à Monoprix. Il y avait une charcuterie qui était assez prisée, qui s'appelait Au Cochon, je ne sais trop quoi, Au Cochon Rose, et qui était une excellente charcuterie qui a été remplacée par un fast-food ou par un restaurant branché. Donc peut-être qu'elle allait faire ses courses là-bas aussi. Alors, moi, quand j'étais venu dans l'immeuble et que je me suis fait un peu virer par le gardien, gentiment, hein, mais j'avais rencontré une dame qui me disait qu'elle avait des vagues souvenirs de ce qu'on lui avait raconté et qu'ils étaient entrés par les caves. Mais c'est pas vrai, c'est un peu des rumeurs, je pense. Oui, je pense que c'est des rumeurs. Alors si, ils auraient pu rentrer, non mais je pense pas, mais ils auraient pu rentrer dans les caves parce que toutes les caves communiquent. Ouais. Par exemple, quand vous descendez de mon étage, de mon escalier, vous pouvez aller dans les autres ailes en passant par les caves. Ah, ils se sont enfuis par les caves, alors, c'est ce qu'elle m'a dit. Peut-être qu'ils se sont enfuis par les caves. Mais en même temps, ça me paraît un peu difficile parce qu'ils ne connaissaient pas l'immeuble avant. Donc, s'enfuir par les caves, ça ne tient pas vraiment debout. Parce qu'ils ne pouvaient pas savoir que les caves sont communes pour tous les escaliers de ce bâtiment. Alors, je termine. Notification lui était faite des conclusions de l'autopsie ayant révélé 8 fractures. Oh, j'arrive pas à lire. Vous arrivez à lire ? Ayant révélé 8 fractures, des arcs costaux, une fracture des os propres du nez, de multiples hématomes crâniens, des traces de strangulation et des liens au poignet. Ils l'ont massacré. Mais vous, à 87, vous étiez trop jeune. Mais il y avait une véritable psychose dans Paris sur ces tueurs. Et aux Parisiens, on en parlait pratiquement chaque semaine. En plus qu'ils ont mis quand même pas mal de temps à les trouver, à les arrêter. Est-ce que vous avez gardé des archives ? Non, mais alors en plus, comme le Parisien, parce que j'avais pensé, mais le Parisien a changé de propriétaire, changé de locaux. Je n'y connais plus personne, donc j'avais pensé à essayer de vous retrouver des archives. Et non, j'ai rien gardé de ma vie d'avant, on va dire. Vous avez fait table rase ? Oui, si vous voulez. Moi, j'ai eu une vie professionnelle extraordinaire, intense. Et puis, quand j'ai arrêté, j'ai arrêté. Je suis passé à totalement autre chose. Est-ce que vous êtes en retraite maintenant ? Je suis en retraite, oui. Pourquoi intense ? Parce que si vous voulez, moi, à l'époque, c'était l'époque où les journaux avaient encore des moyens. Comme moi, je travaillais sur les conflits, etc., les élections, les mariages royaux. Et qu'à l'époque, le journal avait de l'argent. Moi, je partais, dès qu'il y avait un truc qui se passait, je prenais l'avion et j'y allais. Ce qui n'est plus tout à fait le cas maintenant. Donc vous avez eu une vie de journaliste bien remplie ? J'ai eu une vie de journaliste extrêmement bien remplie, d'autant plus que j'ai tout fait. Je veux dire, j'ai fait la mode, les faits divers, la chronique judiciaire. Alors, seule chose que je n'ai pratiquement pas touchée, c'est la politique intérieure, et je trouve que c'est très bien comme ça. Comment vous avez choisi ce métier ? Comment ça s'est fait ? Je veux dire, alors c'est tout simple. Ma mère était secrétaire à Paris Match, donc en plus comme c'était une femme qui était très amicale, très séduisante, etc. Moi j'ai vu défiler à la maison tous ces grands reporters qui rentraient du Vietnam, de je ne sais où, et vous qui fréquentaient des stars, je veux dire, qui étaient à tuer à toi avec Johnny Hallyday, et je me suis dit un jour je ferai ça. Voilà. Et puis, donc, grâce à ma mère, je ne le cache pas, j'ai pu rentrer à Paris Match, où je suis resté 5 ans. Puis au bout de 5 ans, j'en suis parti et j'ai retrouvé pratiquement tout de suite un boulot au Parisien, où je suis resté plus de 30 ans. D'accord. Voilà. Et donc, maintenant vous êtes en retraite. Comment vous vivez ça, la retraite ? Très bien. Alors ça va peut-être paraître un peu dérisoire, je ne rate pas une exposition, je ne rate pas un film, je marche tous les mercredis, je vais à l'opéra quand l'opéra est ouvert, je peux partir en vacances quand je veux, donc moi je suis très très contente de ma vie. J'ai une belle vie et j'ai une belle retraite. Est-ce que vous avez eu des enfants ? Non. C'était un choix ? Oui. Enfin bon, j'irai pas jusque-là. Je pense que c'était un choix parce que je n'ai pas fait le choix d'avoir des enfants. Voilà. Est-ce que vous vous êtes consacré à votre métier ? Pas forcément. Je pense que je suis pas sûr de. Alors là, c'est la question que beaucoup de gens me posent. On se dit qu'est-ce que tu dois être malheureuse de ne pas avoir eu d'enfant ? Je dis non, j'ai pas eu d'enfant. Et je dis toujours si j'avais eu un désir d'enfant, j'aurais eu un enfant. Mais j'ai un chat qui est très sympathique.
Non, parce que c'est vrai que j'imagine qu'on a mis de la pression sur les femmes qui n'avaient pas d'enfants. Oui, alors vous pouvez pas vous... alors la pression, mais alors quand j'ai eu dépassé 35 ans, c'était alors, tu te rends compte, ton horloge biologique, elle est en train de tourner à toute vitesse. Non, voilà, non. Comment on considère les femmes qui n'ont pas d'enfants, selon vous ? Incomplète. Vous avez les cheveux gris blond, Oui. des yeux très clairs, bleus, des lunettes, des boucles d'oreilles, vous êtes toute menue. Est-ce que vous pouvez dire votre âge ou c'est tabou ? Non, pas du tout, j'ai 71 ans. Vous avez l'âge de Johanna Secaresco quand elle a été tuée. Ne me dites pas ça. Comment vous vivez-vous d'avoir cet âge-là ? J'en sais rien. Je le vis très bien. Je veux dire, j'en sais rien. Je suis en forme, j'ai pas de problème de santé. Et pour l'instant, rien ne m'est interdit. Je veux dire, je peux faire tout ce que je faisais il y a 20 ans. Et je suis peut-être en meilleure forme physique qu'il y a 20 ans parce que j'ai plus de loisirs pour prendre de l'exercice et faire plein de trucs. Ouais. Vous mâchez des chewing-gums à la nicotine ? Oui. Non, pas des chewing-gums, c'est des comprimés. Et pour ne rien vous cacher, j'en prends depuis 20 ans. Voilà. Vous avez quel caractère ? Je suis très calme, sauf quand ça va trop loin, où là, je peux piquer des colères terribles. Je vais me tenir à carreau alors. Johanna Secaresco n'avait pas d'enfant non plus. Son père est mort quand elle était toute petite. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je vais trouver. Elle a toujours vécu avec sa mère, donc elle a dû s'occuper de sa mère. Et elle s'est beaucoup occupée de ses élèves. Elle s'est consacrée vraiment à l'enseignement. Je me demande si elle était homosexuelle. Ça, c'est une question. Mais c'est tout à fait possible, en fait. Mais donc, du coup, il y a beaucoup d'interrogations sur elle. Oui, mais attendez, parce qu'être homosexuel quand on a 71 ans, en 87... je suis pas sûre que, en admettant qu'elle l'ait été, pour l'instant, elle l'aurait caché, vraisemblablement. Ouais. Mais alors, peut-être qu'elle n'avait pas de sexualité du tout et s'occuper de sa mère, ça m'a semblé la chose la plus normale du monde. J'adore votre chat. Oui, il vous adore aussi. Bon, non, c'est une crème de chat. Comment il s'appelle ? Marlon. Catherine, vous qui avez travaillé dans les faits divers, qu'est-ce que c'est un fait divers pour vous ? Un fait divers, c'est quelque chose d'extraordinaire et de dramatique qui arrive à des gens extrêmement ordinaires. Alors, je vais pas faire ma maline, j'ai suivi l'affaire Grégory pendant de nombreuses années, je veux dire, et c'est une histoire horrible, affreuse, qui est arrivé à votre voisin de palier, ce qui est le cas pour Johanna aussi. Donc pour moi, c'est ça le fait divers, c'est quelque chose de hors norme, en général tragique, qui arrive à quelqu'un de très ordinaire. Alors il y a des faits divers impliquant des milliardaires, etc., mais dans la majorité des cas, on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé à ces gens-là. L'affaire Grégory, c'était en même temps que l'affaire Paulin, oui. Et ça a fait un peu écran. C'est-à-dire qu'on a peu parlé des vieilles dames assassinées, sauf à Paris. Oui. On s'en souvient un peu de cette affaire parce que l'affaire Grégory a pris toute la place, étant donné que c'était un enfant qui avait été tué. Mais l'affaire Paulin, qu'est-ce qu'elle raconte de nous, à votre avis ? De notre... Alors, elle raconte l'histoire... Bon, je laisse de côté l'histoire absolument abominable de ces dames âgées, je veux dire, qui n'avaient rien fait à personne et dont le seul péché, c'est d'être âgées et vulnérables. Parce que c'est pour ça qu'ils les attaquaient. Ils ne se seraient pas attaqués à des jeunes hommes. Donc, du côté des dames âgées, ça montre la solitude extrême de ces dames âgées qui, pour la plupart, étaient seules chez elles. Donc ça, c'est un fait de société. Et du côté des deux assassins, ça montre la dérive abominable et meurtrière de deux jeunes gens qui étaient très mal partis dans la vie. Parce que bon, je veux dire, au début, imaginez que Thierry Paulin soit devenu un rappeur célèbre. Il n'aurait jamais tué de vieille dame. Peut-être. Sauf si c'était un plaisir.
Sauf si c'était un plaisir. Non, mais je pense que, si je me souviens bien, il a eu une enfance extrêmement compliquée. Alors, Apparemment, il n'a pas été très aimé. il n'a pas été très aimé. En même temps, je veux dire, alors, est-ce qu'on peut... Ouais. Ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout. Je veux dire, en même temps, je dirais, assassiner autant de vieilles femmes dans des conditions aussi abominables, il y a quelque chose qui ne marchait pas chez ce garçon, parce que il prenait du plaisir à les tuer, sans ça il ne l'aurait pas fait. Alors ce qui me paraît aussi très intéressant, c'est le cas de Jean-Louis Mathurin, je sais plus. Jean-Thierry Mathurin, qui est quand même qui est son complice, mais qui apparemment n'est pas le meneur. Je pense qu'il était amoureux de Thierry Paulin. C'est pour ça qu'il l'a suivi dans ses aventures. En même temps, la difficulté d'être métisse, d'être homosexuel, et d'être à la fois, mais ça n'explique pas, d'être à la fois accepté et rejeté par le milieu bling-bling auquel ils auraient voulu appartenir. Alors que non, ça s'est pas passé comme ça. Et puis ils avaient besoin d'argent. Ouais, pour moi, ça raconte que beaucoup de femmes vieillissent seules et que, surtout à l'époque, peut-être plus que maintenant, vous allez me dire, mais elles pouvaient être facilement oubliées par le reste du monde. Oui, mais je crois que c'est le cas, parce que, bon, même si Johanna donnait des cours à des enfants, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle était quand même très solitaire. Elle vivait seule, une fois sa mère disparue, elle vivait seule. Donc, et c'est Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin se sont attaqués à des femmes âgées, seules, et donc extrêmement vulnérables. Ça commençait déjà dans les années 80, donc Johanna avait travaillé toute sa vie, moi j'ai l'âge qu'elle avait, j'ai travaillé toute ma vie, donc je suis financièrement totalement indépendante, et j'ai énormément d'activités, donc j'ai énormément, non pas d'amis, mais de relations, j'ai des tas de copains. Ce qui était sans doute pas le... Je pense que dans les années 80, on rejetait les vieilles dames beaucoup plus qu'on ne le fait maintenant. Donc maintenant, 71 ans, je dis ça pour moi, c'est pas si âgé que ça. Non. Mais même encore, le nombre de femmes d'un âge certain, ou même âgées, qui sont seules à Paris, il est considérable. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, d'abord parce qu'en général, elles vivent plus vieux que les hommes. Et puis en plus, un homme de 70 ans qui devient veuf et qui se trouve une compagne de 55 ans, on trouve ça normal. Je pense que c'est très mal perçu, une femme de plus de 70 ans qui se remarierait ou aurait un amant de 55. Ce serait pas bien vu. Ouais. Et ça, c'est encore très fort, je crois, dans les mentalités. Et vous ne voulez pas retrouver quelqu'un ? Mon Dieu, non. Non, pas du tout. Moi, je suis très bien comme je suis. Non, de toute façon, moi, je n'ai aucune envie de cohabiter avec un homme, du tout. J'aime pas ça du tout. Ce qui ne m'a pas empêché d'avoir une vie sentimentale extrêmement riche, mais j'ai habité avec très peu de compagnons. Ça vous manque pas le journalisme ne vous manque pas ? Pas du tout. Absolument pas, parce que le jour... quand je suis partie, parce que moi, je suis partie... il y avait ce qu'on appelle un plan de retour à l'emploi. Donc je suis partie dans des conditions extrêmement favorables, on va dire. Et je savais, à la différence de beaucoup de mes confrères qui s'en sont jamais remis, moi je savais que du jour au lendemain, à l'époque on avait déjà des listes portables, qui avaient une espèce de petit drapeau qui allait apparaître sur le téléphone et qui m'effacerait des téléphones portables de tous les gens que j'avais rencontrés pendant ma vie professionnelle. Et ça s'est passé comme ça. Du jour au lendemain, ces gens-là m'ont oublié. Et vous... Et moi, j'ai fermé la porte en me disant que j'allais faire autre chose. Qu'est-ce que vous avez fait ? D'abord, j'ai commencé par ne rien faire du tout, et ça a été un tel bonheur de ne rien faire. Je veux dire, moi, j'adore ne rien faire. Je veux dire, puis j'ai continué. J'ai énormément. Je voyage énormément. En ce moment, c'est pas tout à fait possible. Je vais au moins une fois par an aux États-Unis. Je découvre des endroits que je connais pas. Je veux dire, étant donné que j'ai pas de soucis, je suis pas riche, mais j'ai pas de. Ça va. Donc je peux faire plein de choses.
Vous êtes d'origine anglaise? Oui, mon grand-père était anglais. Parce que vous avez un nom anglais. Oui. Chez vous, il y a des livres partout. On voit que vous êtes en train de lire un livre en anglais, peut-être un thriller. Oui, mais alors vous verrez, je veux dire, il y a plein de thrillers ici, il y en a plein. Alors, j'aime bien quand on ne sait pas qui a tué. Parce qu'il y a beaucoup de thrillers où on sait dès le départ. Alors moi, j'aime bien les détails de l'enquête. Parce que souvent, dans les thrillers, il y a un policier ou un journaliste qui s'intéresse. Et donc, l'enquête en elle-même, peut-être parce que j'ai fait beaucoup de faits divers, m'intéresse beaucoup. Vous avez beaucoup de points communs avec Ioana Secaresco. Vous avez 71 ans, vous n'avez pas d'enfant. Vous êtes aussi, j'imagine, son appartement rempli de livres. Vous êtes une femme intellectuelle. Et l'autre point commun, c'est que vous habitez le même immeuble. Qu'on habite le même immeuble, le même palier. Le même palier. Vous y pensez à elle, souvent? Non, j'avoue que avant de vous écouter à la radio, je n'y avais pas repensé depuis le procès de Mathurin, jamais. Est-ce que vous pensez qu'elle est toujours là? Alors moi, j'aime bien croire aux fantômes, donc oui. Pourquoi vous aimez ça? Parce que je pense que les fantômes sont bienveillants. Moi, je ne l'ai pas connue, cette femme, puisque moi, je suis arrivée bien après son assassinat, mais c'est quand même je sais qu'elle a existé, je sais qu'elle a habité en face de chez moi. Alors, peut-être qu'elle aurait aimé qu'on la laisse tranquille et continuer à être oubliée, peut-être, parce qu'elle a vécu discrètement. Mais je sais pas, moi, je me sens un peu très proche d'elle. Je sais pas pourquoi. Oui, je comprends. Je veux dire, très souvent, le fait diversier, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, nourrit assez vite une proximité avec soit les victimes, soit même l'assassin. Je veux dire, c'est pas... Et donc vous dites que dans l'appartement de Ioana, c'est une comédienne qui habite là. Alors le gardien, parce que le gardien m'a dit que c'était quelqu'un qui travaillait dans le théâtre. Vous l'avez jamais vue? Si, je la croise de temps en temps. Elle est au courant du meurtre? Je sais pas. Parce que moi j'aimerais bien rentrer dans l'appartement. Mais en même temps... Ouais. Écoutez, alors je connais son prénom, donc vous allez pouvoir retrouver son nom de famille sans doute sur les boîtes aux lettres. Son prénom c'est Teresa. Voilà. On va faire un petit tour? Oui. Donc j'aimerais qu'on allait faire un tour dans l'immeuble. Non, tu ne sors pas. Oups. Voilà, parce qu'il adore aller sur le palier. Bon, allez, vas-y. Allez, vas-y. Tu rentres. Tu rentres, le petit chat. C'est la porte de la cave. Ça, c'est la porte de la cave. Donc votre voisine, quand j'étais venu la première fois, il y a quelques mois, m'avait dit qu'ils étaient sortis par là. Je veux bien, mais ça me paraît un peu bizarre. Parce que s'enfuir par la cave, ça m'étonnerait quand même. Je pense pas qu'ils aient fait une reconnaissance de l'immeuble. Ah oui, donc c'est tout un réseau de caves. Voilà. On peut aller partout. Oui, on peut aller partout. Enfin, dans ce bâtiment. Par exemple, là on est dans l'escalier 2. Là, on est là. Là, on ressort par l'escalier 3. En fait, il aurait fallu qu'ils connaissent très bien l'endroit. Il aurait fallu qu'ils connaissent très bien. Alors, on peut sortir par cet escalier-là. Ouais, c'est bon. Attention, parce qu'il fait attention. Merci. Vous êtes une femme speed, un peu nerveuse. Un peu, oui. Ouais, c'est ça, vous avez plein d'énergie. Oui, je préfère énergique que nerveux.
Voilà, et on va ressortir par les jardins. Donc là, on prend l'autre entrée de l'immeuble. On sort d'ailleurs. L'autre sortie. Oui, on va sortir par l'autre sortie. Donc là, il y a encore un bel escalier. Là, c'est le jardin sur lequel vos fenêtres donnent. Oui. C'est des petites allées arborées. Donc là, il y a des petites maisons. Donc c'est une allée que devait emprunter Ioana Secaresco. Elle devait profiter du jardin aussi. Alors, à l'époque, et moi, je me suis beaucoup... c'était pas cimenté. Il n'y avait pas de ciment entre les pierres. Et comme il y avait pas mal de vieilles dames, justement, qui étaient tombées, ils ont décidé de cimenter. C'est quand même beaucoup moins joli. Donc si elle est rentrée par là, si les tueurs l'ont suivie, elle aurait dû se sentir suivie quand même. Tout était protégé à l'époque quand même. Non, c'était pas si protégé que ça. Je suis même pas sûre qu'il y avait un code. Donc tout le monde pouvait entrer. Oui. Donc ça devait être assez mal famé, assez dangereux. Donc là, vous avez une sortie. Au bout de l'impasse, c'est la rue Le Pic. D'accord. Donc vous sortez par là quand vous allez faire vos courses. Quand je vais faire mes courses, moi je sors par là. Là, vous allez faire vos courses? Je vais faire mes courses, je vous montre la troisième sortie. Ouais. On traverse une cour. C'est quand même nettement moins chic, là. Et là, on sort dans une rue de Montmartre. On sort rue Véron. Incroyable. Ouais. Bon. Je vous laisse là, parce que là, vous allez pouvoir sortir en appuyant sur les... Ok. Ok, bah écoutez, on se tient au courant. Ouais. Ouais. Allez, bonne journée. Merci Catherine. Je vous en prie. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors maintenant, j'ai 2 pistes. Déjà, je vais écrire à Mélanie Laurent, si je trouve son mail. Et aussi, je vais essayer d'entrer en contact avec cette Teresa, qui habite maintenant l'appartement de Ioana. Je voudrais me rendre sur le lieu du crime. Je sais pas si les lieux parlent, s'ils ont quelque chose à dire, si longtemps après, mais je pense que ça pourrait me donner quelques informations sur Ioana. Peut-être que c'est un lieu hanté d'ailleurs. On verra bien. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours, pas dans un mois, le 28 février donc, pour l'épisode 65. Elle me hante en fait depuis toujours. À suivre.